Je suis Jessica Fern, directrice de Global Health Impact à CanWatch et j'ai eu la possibilité de diriger l'initiative CAN SFE, l'initiative canadienne pour la santé mondiale. En fait, ça va être le fond de nos échanges aujourd'hui. Certains se sont joints à nos échanges précédents. Certains aussi sont ici pour la première fois. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette collaboration canadienne en matière de santé mondiale, ça a été créé en 2018 afin de réunir des intervenants en matière de diversité pour identifier les défis qui sont jugés urgents dans le domaine de la santé mondiale, de la qualité du côté des genres et de la façon de surmonter ces défis. Vous pouvez voir les détails de chacune des contributions dans les laboratoires et veuillez les consulter. Nous allons aussi partager l'information sur les différents labs plus tard. Sur le site Internet, nous avons aussi les anciens enregistrements de certains de ces laboratoires et aussi des résultats du travail précis sur lequel a travaillé chacun. Nous avons des échanges critiques. Là, on réunit plusieurs laboratoires afin de parler des enjeux généraux qui s'étendent dans plusieurs projets, qui ont aussi soulevé des questions intéressantes sur la façon dont on innove, dont on travaille. Aujourd'hui, nous allons davantage mettre l'accent sur cet aspect, l'aspect de partenariat qui fait partie prenante de cette collaboration. Les partenariats intersectoriels, on veut toujours en faire partie, on y aspire toujours et évidemment c'est important, les agences de financement nous posent des questions fréquemment là-dessus, mais ça n'arrive pas comme par hasard. Nous avons tous été partie de partenariats qui n'ont pas eu le succès prévu. Pourquoi? Dans le concept de cette collaboration, nous avons cette théorie qui dit que le modèle traditionnel où tout le monde trouve un partenaire et tout le monde crée ses partenariats de façon créative, parfois ça fonctionne. Très souvent, il y a des défis qui se présentent. On veut se pencher sur ce que nous pouvons faire afin d'avoir du succès dans ces partenariats, surtout intersectoriels, et aussi avec des gens qui ont des contextes et qui partagent des ressources et des expertises différentes. Pourquoi on a ces problèmes? Comment y remédier? Je veux reconnaître qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects à ce sujet. Là, on parle des partenariats canadiens parce qu'on sait que ça reflète un peu la participation des gens aujourd'hui. Les gens viennent de groupes de sociétés civiles de tous les niveaux. Mais ça, c'est une partie simplement de la conversation et j'espère que nous aurons le temps aujourd'hui de parler de nos relations avec nos partenaires mondiaux et aussi de paver la voie pour des conversations ultérieures. Avant de vous présenter nos participants magnifiques, aujourd'hui, je veux reconnaître que l'écran fatigue, évidemment. Malgré les bonnes conversations, on a décidé que le dialogue aujourd'hui sera un dialogue. Nous allons nous écouter. Il n'y aura pas de présentation sur l'écran, de diapositive. Vous pouvez fermer les yeux, écouter, aller chercher quelque chose à boire ou rester et regarder nos visages sur l'écran. Si je devais lire la biographie de tous ceux qui sont présents, ça durait la durée du webinaire, mais je vais vous présenter les gens qui vont parler. En ordre alphabétique du nom de famille, nous avons les personnes et les experts suivants. Colin Beckworth, qui est le conseiller technique surveillance nutrition à Nutrition International. Charles Larson, qui est le directeur du programme Global Health à McGill et le coordonnateur de l'initiative canadienne sur la recherche. Et Catherine, qui est la professeure adjointe à l'école de nursing à l'Université de Colombie-Britannique au Canada et présidente d'un conseil consultatif.
Il y a Victoria Silverplan, qui est directrice de projet à l'Université de Toronto. Dan Serlin, directeur du Centre Lawson, Nutrition des enfants à l'Université de Toronto. Il est également professeur au département d'anthropologie, nutrition, santé publique. Vivienne Wells, qui est éditrice en chef de la Global Collaboration, et Sarah Wooler, qui est conseillère principale des systèmes de nutrition. Alors, bienvenue à vous tous. Je vais commencer par des questions que je vais diriger vers certaines personnes, simplement pour entendre tout le monde. Mais c'est un échange, conversation, alors n'hésitez pas à intervenir. Je vais commencer avec Charles. Je vais vous adresser la première question. On a intitulé la session Un mariage réussi parce qu'on pense à des partenariats comme étant des mariages qui réussissent, mais dans votre travail, il y a beaucoup de défis. Quel est l'objectif d'un partenariat? Dans votre laboratoire, en passant à votre travail, quels sont les principes de partenariat équitable? Comment pouvons-nous mesurer cela? Merci Jessica, bonjour à tous. Je vais parler anglais. Et si vous avez des questions en français, n'hésitez pas à les poser. Et je vais, moi, faire ma présentation en anglais. Je sais pas, je connais pas beaucoup les mariages qui réussissent, mais en ce qui concerne les partenariats, l'objectif de notre laboratoire, c'était l'équité dans le partenariat. C'est important que tout le monde comprenne bien que l'équité, c'est un concept qui est utilisé beaucoup, mais on ne prend pas le temps de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire, de quoi s'agit-il. Je pense que c'est très important de le faire avec nos partenaires et de bien comprendre qu'est-ce qu'ils donnent comme définition à cela. Est-ce qu'ils y accordent une valeur? Comment ils l'utilisent? J'aimerais ajouter aussi, et je le dis aussi pour moi-même, l'équité, c'est un processus d'apprentissage pour moi. J'en arrive pas à un point où je pense que j'arrive à destination, c'est réussi. Non, je pense que j'apprends chaque semaine quelque chose de nouveau dans mes interactions dans le cadre de partenariat et j'espère que je peux améliorer ma performance et je suis un partenaire équitable, mais c'est quelque chose qui est en continu et c'est fondé sur le dialogue, l'écoute des autres et aussi être constructif dans ce que nous voulons révéler aussi à nos partenaires, c'est-à-dire les enjeux qui nous inquiètent. Au bout du compte, l'objectif de notre laboratoire, c'était d'élaborer des outils de partenariat qui permettent d'évaluer les membres d'un partenariat sur le plan individuel ou dans l'ensemble du partenariat et aussi toutes les institutions. Alors, je vais passer la parole à Katrina. Oui, merci, Charles. Je vais continuer par rapport à ce que vous dites. Tout type de partenariat, les partenariats comportent une relation, une connexion. C'est une relation entre différentes personnes et aussi on peut le voir dans différentes organisations. Toutes ces personnes dans les organisations sont toujours dans des contextes différents. Il y a des différences au niveau des normes, des cultures, des théories, des idées sur ce qui compte, ce qui est important. Le succès, c'est difficile parce que le succès, ça ne veut pas dire la même chose à tout le monde et ça demande beaucoup d'efforts pour essayer de trouver des façons de réduire la complexité de ce qui fait qu'on sent que c'est un bon partenariat, qu'on réussit, que ça a un impact positif dans le monde. Je pense qu'on a le souhait de limiter ça de façon assez tangible. Mais tous les partenariats peuvent établir leur objectif résultat. Mais en termes d'équité, la réalité, c'est que, étant donné que les partenariats sont ancrés dans des connexions, des relations, il y a des différences de normes, culture, assumptions, théories. Je pense qu'il y a toujours des questions de pouvoir, de jeu de pouvoir. Et l'équité, on apprend dans le travail qu'on fait
et aussi par d'autres expériences depuis des années. Nous faisons ce type de travail, d'essayer de faire avancer les pratiques en matière d'équité. L'équité, c'est quelque chose que les gens vivent dans les partenaires. C'est une expérience. C'est des différentes choses qui déterminent si c'est une expérience d'équité ou d'inéquité. Il y a des choses auxquelles on peut porter attention, mais très souvent, on n'a pas de mots très clairs pour qualifier ce qui se passe dans la relation, qui fait qu'on sent que c'est inéquitable. Et toujours, on peut y apporter de l'attention et aussi avoir un échange constructif sur la façon dont les choses se déroulent dans différents aspects, que ce soit au niveau des décisions, de la gouvernance, du travail quotidien ou des questions d'inclusion. Il y a des choses différentes auxquelles on peut porter attention et sur lesquelles on peut mettre davantage d'accent dans le processus du partenariat et dans les relations de partenariat et les objectifs que nous fixons, c'est-à-dire qu'est-ce que le partenariat doit réaliser, quelle que soit la communauté, le contexte. Alors, je pense que de façon générale, on est d'accord sur l'idéal et la possibilité d'un partenariat qui est une bonne façon de travailler ensemble, mais on peut aussi accorder plus d'attention à l'expérience en matière d'équité de tous les partenariats, voir les différences de pouvoir et aussi voir de redistribuer intentionnellement le pouvoir afin d'avoir cet équilibre et réagir par rapport aux iniquités. Merci à vous deux. Alors, on va amener ça à un niveau plus concret. Colin, j'aimerais vous donner la parole. Si on regarde, évidemment, vous êtes de Toronto, votre projet, c'est un exemple précis de relation dont on parlait. Vous, comme partenaire, comment vous avez entamé vos relations de travail ensemble et aussi amené d'autres personnes de votre laboratoire? Quelle a été l'évolution? Merci beaucoup. Oui, c'est une excellente question. Je pense que c'est magnifique parce qu'on parle de ces principes, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Comment on peut le faire sur le plan pratique ou concrètement? La première chose que nous avons fait, nous voulions avoir une rencontre trimestrielle en personne pour créer ces liens ensemble. Et ça a été vraiment crucial dans la création de ces relations et de partenariats. Évidemment, nous avons toujours des sujets à l'ordre du jour, des résultats, mais on prévoyait du temps pour discuter entre nous. Et je pense que ça crée un espace sécuritaire, en quelque sorte, pour nous. Et ensuite, quand on travaille par courriel, virtuellement, comme c'est un défi à l'heure actuelle, nous avons cette base déjà, de cet espace sécuritaire intégré déjà. Même si faut investir du temps, n'est-ce pas, pour Toronto et pour les autres partenaires, mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine d'y investir ce temps. J'ajouterais aussi qu'à la suite de, de cette approche axée sur l'équipe, une des meilleures choses que je peux dire, c'est que de façon générale dans nos projets, il y a beaucoup de différents aspects. C'est évidemment des discussions qui se créent. On a le temps donc de créer cette base. Je pense que c'est devenu l'idée d'un partenariat. Quand une idée est dégagée, c'est pas l'idée d'une personne, c'est l'idée du partenariat. Ça, c'est le premier point. L'autre avantage que ça nous a donné, c'est que nous avons vu les similarités. Peut-être qu'il y a des stéréotypes, bon, les universitaires, les penseurs, mais quand nous avons regardé le travail et moi-même et les autres personnes,
MSF et toutes les organisations, moi, dans ma carrière, ça fait 5 ans. Donc, je pense que j'ai travaillé avec une institution universitaire, Allison et Victoria, eux, dans le partenariat, ont aussi fait des allées de venues du milieu universitaire à d'autres organisations civiles. Alors, si on recule il y a quelques années, on, moi, j'aurais pu donc être davantage du côté universitaire et du côté du CSO. Alors, étant donné qu'on a créé ces liens, les stéréotypes ne marchent plus quand on a cette proximité. Les rencontres sont vraiment clairement partagées. Ça, c'était essentiel. Et évidemment, quand la COVID est arrivée, il y a eu une énorme perte et qu'on ne pouvait plus se voir en personne. Même si, comme je dis, on avait quand même déjà établi cet espace sécuritaire entre guillemets, et ça nous a aidé beaucoup. Merci beaucoup, Colin. Viviane? Dans la perspective de ce contexte universitaire, vous avez eu cette même expérience, mais cette relation, comment a-t-elle évolué au fil du temps? Oui, merci. Merci Jessica, merci Colin. Mon collègue a dit que la rencontre personnelle en personne était importante pour démarrer des relations. Deux organisations étaient étroitement reliées et le partenariat nous a rapprochés beaucoup, mais les rencontres en personne, vraiment, c'était très utile et ça nous a vraiment parti du bon pied. En partie, c'est qu'on a pu partager les décisions. Comme Colin disait, on ne savait plus à un moment donné l'idée ou la décision venait de qui. Tout le monde se l'est approprié. Les décisions sur le budget, les échéanciers, ça c'était partagé entre les universitaires et les ONG. Et c'était très utile pour réaliser ces objectifs communs et aussi être réaliste. Ce que je veux dire, c'est que les rencontres en personne, Nutrition International a désigné une personne. Une personne, Kelly Willis et Dolly Wico, qui a géré cette relation. Mais c'était vraiment important aussi dans notre relation parce qu'elle, je pense, toutes les 2 semaines, elle téléphonait à chacun des partenaires, mais elle téléphonait aussi régulièrement entre ça. Donc, les communications sur une base régulière, c'est extraordinaire. C'était court, mais finalement, ça garde ce contact qui a démarré avec les rencontres en personne. Plus on s'habitue à Zoom, plus on pense qu'on peut continuer, poursuivre ces relations sans les rencontres en personne. Et je pense que c'est mes commentaires. La personne qui gère ces relations, pour moi, est clé. Oui, c'est une bonne idée parce que pour l'Université de Toronto, c'était un des rôles importants que vous avez joué. Je me demande si vous vouliez répondre à cette question de l'évolution des relations au fil du temps, mais aussi sur l'investissement concret, c'est-à-dire les ressources humaines dont Victoria a parlé. Comment est-ce que ça a aidé les partenariats? Quels sont les investissements, en fait, qui sont nécessaires pour réaliser ce partenariat? Absolument. Et merci beaucoup, Viviane. Merci d'avoir présenté la question comme ça. Je pense que les personnes qui ont participé, c'est vraiment clé à la réussite de cette collaboration, de ce partenariat. Et aussi, c'est l'approche itérative dont il est question, c'est-à-dire le laboratoire CanWatch, la façon dont il est conçu, avoir cet espace créatif, les pour et les contre exprimés par chacun, que ce soit Viviane ou d'autres,
ou l'Université de Toronto, mais aussi échanger des idées. Quoi, que penses-tu de ceci? Qu'en penses-tu de cela? Et amener le côté pratique des choses. L'ajout de l'expérience de tous autour de la table. Donc, s'en reparler régulièrement. La rencontre en personne nous a aidé à créer cet espace sécuritaire, mais un espace créatif, c'est-à-dire y revenir pendant toute la période de collaboration. Ça, vraiment, c'est assez unique, compte tenu du fait que les universitaires peuvent avoir des, euh, des échéanciers plus longs et les agences, les donateurs plus serrés. Alors, on a pu jouer dans cette flexibilité pour réunir des idées et aussi voir qu'est-ce qui est le plus utile pour eux, pour leur équipe, pour leurs institutions dans le domaine des données. Et souvent, il y a beaucoup d'enjeux sur les enjeux. Merci beaucoup, Victoria. Sarah, on- oui, Sarah, qu'en pensez-vous sur ce sujet? Vous étiez du côté d'une traditional institution ou international. Vous avez eu des investissements euh, qui permettent la réussite de certains partenariats par rapport à d'autres? Oui, je pense que c'est absolument essentiel pour nous tous d'investir le temps nécessaire afin de construire une bonne base de compréhension pour tous. Je pense que chaque partenaire a besoin de bien comprendre ce que les autres partenaires peuvent faire, ce que chacun a besoin, dont chacun a besoin. Et j'ai trouvé qu'il y avait parfois, malheureusement, quand on travaille en partenariat, un partenaire ou l'autre peut s'arrêter à des théories, des suppositions. Mais si on s'y arrête là, et si on ne tire pas ça au clair, alors ça peut faire dérailler tout le reste. D'après souvent des expériences précédentes peuvent dicter ce que vous pensez que les autres partenaires ont besoin. Et tout le temps qu'on pense pour bien se comprendre, pour bien comprendre ce dont il est question. Et aussi, comme Colin a dit, les autres ont parlé de cet espace ouvert, cette liberté de dire non, 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 c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Oh non, c'est pas. On ne peut pas vraiment faire ça. C'est là que la magie opère. C'est là où l'innovation arrive. Parce que là, à ce moment-là, on peut, comme Victoria l'a dit, il y a tout le processus itératif de construction. Et il faut du temps. Ça exige des efforts, du temps. Et nous tous, nous devons être là, à la rencontre, quand on est à la rencontre. Pas être sur notre téléphone, Internet, penser à autre chose. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Alors, continuons avec cette idée de présupposition. Pour moi, je pense que ça m'a vraiment étonné quand on soulevait des idées pour la collaboration dès le départ. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de différents partenaires. Vous l'avez entendu, certains d'entre vous, on a abordé précédemment. Il y a très souvent des présuppositions. Des institutions de recherche et les organisations de la société civile ont des priorités différentes, des approches différentes. Et il y a des tensions inévitables qui vont être exercées entre l'idée d'être pratique, utile, rapide et être rigoureux, etc. Et il y a aussi des présuppositions négatives sur la façon dont on travaille et ce dont on a besoin. Comme on l'a souligné, beaucoup d'entre vous, vous avez porté plusieurs chapeaux, vous avez travaillé dans des universités et organisations civiles et vous ne voyez pas votre rôle clairement tranché. Mais d'où ça vient, ces présuppositions? Est-ce que vous le voyez dans vos expériences? Qu'est-ce que ça fait quand on a ces présuppositions? Dan, je sais que vous avez des idées à ce sujet-là. Qu'en pensez-vous? Quelles sont vos expériences? Oui, je pense que quand on apprend
on essaie de faire face à des suppositions qui peuvent créer des problèmes et nuire à l'innovation. Nous, on l'avait en tête. On a beaucoup de sources dans nos collaborations pour remédier à cela. Nous avions avec nous dans notre université des chercheurs, des employés rechercheurs qui avaient beaucoup d'expérience avec les CSO, nutrition, l'évaluation de genre, et tout cela, ça veut dire une compréhension des défis et aussi vouloir faire des compromis et vouloir résoudre des problèmes pour remédier à des enjeux plus importants, des problèmes plus importants. Nous n'avons pas divisé le travail comme étant ce groupe à ces choses à faire, ces choses à faire, et on se rencontre au début et à la fin. Non, comme on l'a dit, on se rencontrait dans l'ensemble des enjeux. On écoutait soigneusement les CSO. Moi, j'avais des projets précis avec des données précises, avec certaines limites, certaines opportunités, et nous les montrions. Bon, comment est-ce qu'on peut renforcer, construire mieux? Nous offrions aussi du côté universitaire des idées. Est-ce qu'on peut essayer ceci, essayer cela? Parce que nos collègues CSO et ou CAN-SFE sont des penseurs. Et c'était plus facile pour ceux qui étaient du côté universitaire d'être entendus et de bien comprendre ce qu'on essayait de communiquer. Donc, avoir des employés, des personnes dans le projet qui avaient des expériences dans différents secteurs, je pense que c'est très utile. Une magnifique ressource. Toujours mettre l'accent sur des solutions pragmatiques et penser de ça, y avoir ça en tête pendant toute la durée. La dernière chose que je dirais, c'est que nous avons mis l'accent sur les résultats universitaires, mais surtout, nous avons mis l'accent sur trouver des solutions durables qui pouvaient aller au-delà de notre travail ensemble, qui pourraient même changer le monde. On peut ajouter des commentaires, des analyses à cela, mais nous étions davantage intéressés à renforcer les programmes sur lesquels travaillaient nos partenaires. En faisant ce type de concession, de compromis, si vous voulez, nous avons eu des modalités de travail plus productives. J'ajouterai que le financement de CAN-SFE, selon mon expérience, a vraiment soutenu cette capacité de faire davantage parce que ça nous a donné la possibilité, en fait, on n'était pas sous-financé, disons-le, on a pu consacrer des employés pendant un certain temps pour abattre beaucoup de travail, comprendre les enjeux qui étaient présentés et trouver aussi des réponses quand on frappait des impasses. Alors, on n'était pas forcé à se limiter compte tenu d'un budget bien limité. Ça a été vraiment crucial dans la qualité du travail qu'on a pu faire. Colin, Viviane, j'ai vu que vous avez fait un signe de la tête. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que j'y vais d'abord? Ah, ben, j'allais dire, toi, vas-y. Bon, d'accord. Merci. Oui, je comprends bien ce que Dan disait. Je pense que en ce qui concerne la façon dont le financement a été établi, c'est vraiment différent. Très souvent, on, on a élaboré la façon dont on établirait le travail, comment on allait progresser vers les résultats visés. C'est comme linéaire, mais étant donné que on comprenait au départ que le processus avait énormément d'importance, ce qui nous a donné la possibilité d'être beaucoup plus créatif, je dois dire. L'une des choses que je retiens de ce projet,
c'est que ce qu'on a identifié au départ, en fait, quand on était ensemble dans la salle et on soulevait toutes les idées, on a découvert que euh, certains points étaient plus importants. Par exemple, un aspect du projet, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces données de sondage? Est-ce qu'on va créer une certaine structure d'information? Quand on a commencé à creuser, à discuter, on a découvert que le thème riche du travail qui pouvait se dégager nous amenait dans une nouvelle direction. Et la synergie qui se créait a fait que finalement, on a pris une tangente inespérée. Alors, évidemment, on avait des résultats à atteindre et tout ça, mais compte tenu de la façon dont le financement a été présenté, nous avons eu cette liberté de capitaliser et d'avoir ces gains imprévus. Et même après le projet, le travail a pris son envolée et s'est disséminé. Le projet sur l'architecture d'information touche tous les aspects de l'architecture de l'information. Le département des opérations et les médias et tout le monde commence à collaborer avec nous. C'est presque triste que qu'il fallait en faire rapport parce que moi, je vois clairement la valeur et la valeur vraiment qui continue à prendre de l'expansion. Aussi pour l'aspect concernant les genres. Nous avons été en mesure de recueillir cette manne d'informations et on ne peut qu'en faire encore plus grâce à cela comme organisation. Alors, quand on a cet espace, c'est très important et ça nous a amenés sur des voies vraiment imprévues. Allez-y, Dan. Désolée, Viviane, un petit point que j'aimerais ajouter. Évidemment, peut-être que vous pouvez ajouter des commentaires. Nous, à l'Université de Toronto, nous avons fait correspondre les ressources humaines et l'expertise par rapport au sujet, au lieu d'attribuer des fonctions aux équipes dès le départ. On voulait identifier. En fait, beaucoup de choses n'étaient pas claires. Il y avait un besoin général, bon, une série d'enjeux, mais les ressources très précises et les approches et les aspects techniques, l'expertise requise, c'était pas clair au départ. Ce que nous avons fait, on n'a pas gaspillé des investissements avec des présuppositions, comme on dit. On a adapté les gens au fur et à mesure. On a décidé que quand on avait une petite équipe qui se rencontrait régulièrement à l'université, on donnait, c'était un tremplin vers d'autres expertises et aussi même des étudiants au niveau au deuxième cycle qui pouvaient contribuer dans les projets. C'était géré, supervisé et traité très étroitement au sein de l'équipe. Je pense que c'était une façon magnifique d'utiliser les ressources dont on avait besoin comme les institutions publiques, CSO et les autres, et on a pu avoir une exposition aux enjeux réels et appliquer ces pensées qui a aidé l'université à se sentir vraiment pertinent et donner une formation aux gens par des projets concrets et pratiques. Pour nous, ça a été vraiment très intéressant, c'est-à-dire l'attribution de ressources humaines de façon très précise. Merci. Viviane? Je suis tout à fait d'accord au sujet des étudiants. Oui, nous avons accueilli aussi des étudiants aux besoins dans le cadre de projets. Et ces étudiants, comme Carl l'a dit, cette relation, c'est vraiment va au-delà du projet qui a été financé. Ça inclut un étudiant du Kenya et un autre d'Ottawa. Donc, ça a été un partenariat très important, un aspect du partenariat important et ça n'aurait pas
était possible parce qu'on avait le financement suffisant pour prévoir cela. L'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a aussi, il ne faut pas avoir la vie totalement rose. Il y a eu des difficultés, des enjeux avec la société civile et nous avons eu tous ces petits pépins, mais on a pu les contourner en partie en raison des relations que nous avions, mais aussi le financement qui nous a permis d'ajouter des ressources afin de respecter les échéanciers et réaliser les choses au bon moment. Un exemple, c'est Campbell Corporation. Euh, 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 de faire euh, euh, des examens approfondis qui prennent du temps compte tenu du financement, des échéances. Nous avons été en mesure de démarrer le projet à temps et de les compléter à l'intérieur de 6 mois. Alors, c'est vraiment énorme. C'est grâce à la motivation et je pense aussi aux besoins, l'intérêt de Nutrition International et aussi grâce aux étudiants et aussi au financement qui a permis la réalisation du travail. Magnifique. Je vois qu'il y a une question sur les ressources humaines, mais je ne veux pas perdre le fil sur les défis. Charles, Catherine, quelle est votre perspective? Peut-être que vous pouvez ajouter des commentaires parce que vous avez été avec des institutions de recherche tellement différentes. Peut-être que ça représente euh, un engagement très, très fort du côté des chercheurs. D'abord, la question des défis et la réalité qui existe, n'est-ce pas? Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous voulez partager certains commentaires sur les défis auxquels vous avez fait face, comment vous les avez surmontés? Deuxième partie aussi, au sujet du développement des compétences, comment développer les compétences dont on a besoin pour faire ce type de travail. Parce que c'est pas la formation dans un domaine ou l'autre, mais c'est la connaissance sur différents espaces. Charles, d'abord, est-ce que vous voulez parler de défis ou de création de compétences? Je vais essayer de répondre aux deux. CCGHR, comme vous le savez, met l'accent sur la recherche, soutient les connaissances, transfert de connaissances entre les générations. Et notre laboratoire voulait sortir un peu de ce cadre, regarder les partenariats à l'extérieur d'une collaboration de recherche. Nous avons nous avons regardé la littérature et la grande majorité des partenariats sont par des ONG, par la société civile et franchement, par de développement de capacités. Et ce qui nous est apparu clairement quand on a commencé, on fallait parler d'auto-partenariat. J'écoute les gens aujourd'hui et les questions d'équité, de pouvoir arrivent à tous les niveaux, même à l'intérieur des organisations. Il y a des problèmes de pouvoir, mais aussi au niveau local, ici à Montréal, quand je regarde ce qui se passe à McGill, le gros gorille de l'université, nous, on a vraiment un problème. Et il faut savoir comment exercer des partenariats localement, provincialement, pas juste à l'international comme on le fait. Ce sont vraiment, c'est très axé sur le contenu. Il n'y a pas de formule magique pour savoir est-ce qu'on le fait de façon équitable. Mais c'est ça qu'on essaie de faire. Et on veut que ce soit un outil que les gens peuvent utiliser, comme j'ai dit, l'utiliser au niveau local, dans vos organisations, ou que ces partenariats puissent se produire. Et quand on y pense, nous avons identifié, en fait, je pense que on a commencé à lire 2000 articles sur les partenariats et on a réduit ça à 3 en 30, qu'on pouvait donc essayer de s'inspirer et créer un outil qui pourrait être utile pour les organisations. Et surtout, on voulait surtout que ce soit des organisations financées par Affaires mondiales Canada. On espérait que cet outil puisse
être utilisé, on voulait être en position pour soutenir tout cela. On a eu des catégories générales. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, est-ce qu'on fonctionne de façon équitable? Pensez au processus. Par exemple, les gens s'assoient ensemble et ont des objectifs de partenariat qui mettent en cause tous les partenariats et les voix de tout le monde. Mais est-ce que partenariat doit impliquer un leadership partagé ou c'est juste dirigé par une organisation? Ou est-ce que le leadership est véritablement partagé? L'autre catégorie, c'est les procédures, la façon de fonctionner à l'intérieur d'un partenariat. Là, c'est important que tous les membres de partenariat contribuent et qu'ils jugent que leur contribution est de la valeur, qu'on apprenne mutuellement. On l'a vu aujourd'hui. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une expérience d'apprentissage continue. Écouter les autres, apprendre des autres. Le troisième domaine, c'est le progrès, l'impact qu'on a. Et je ne veux pas dire nécessairement combien de vies on sauve, combien de vies on améliore. Bon, la différence aussi dans les maladies. Non, dans un partenariat, ce n'est pas un projet, c'est un partenariat. On parle de résultats pour le partenariat, pas pour un projet en particulier. Est-ce que ça a bénéficié à des gens à l'extérieur du partenariat où qu'on soit? Et surtout, dans les pays à revenus faibles, est-ce que ça va bénéficier aux partenaires directement qui le font ou ça va bénéficier à d'autres? Très souvent, on voulait, à l'intérieur de partenariats, on voulait voir ce partenariat, est-ce qu'il offre en termes d'opportunités, des nouvelles opportunités, l'amélioration de carrière, la participation dans la santé mondiale, et pas seulement dans les pays pauvres, mais là, un peu partout. Et finalement, il y a une section sur le pouvoir, l'inclusion. Ça, évidemment, ça se résume à tous les membres. Il faut qu'ils sentent qu'ils contribuent. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment le reconnaissent. Ils accordent la valeur. Il faut leur dire qu'on valorise leur voix. Je vais arrêter ici, mais simplement pour dire que oui, je pense que c'est tout un défi d'être en mesure de savoir est-ce que vous fonctionnez de façon équitable? Et est-ce que le mariage est réussi, comme vous dites? Oui, c'est un défi constant. Katrina, est-ce que vous voulez partager vos idées sur cette question de développement des compétences? Je pense que, évidemment, ça exige des compétences uniques. Comment? Quelles sont ces compétences? Comment on crée ces compétences? Oui, je pense que ces compétences sont uniques. Un des défis, c'est qu'il y a différentes idées sur le rôle de la recherche dans la société, différentes idées sur la façon dont ça doit servir ou répondre aux questions, aux enjeux. Donc, une des séries de compétences, c'est en termes plutôt dans le contexte de la recherche, comment apprendre, apprendre ensemble, même si on recule d'un pas et on travaille ensemble pour réaliser un même objectif. Dans les universités, les universités en font partie, ce n'est pas tous les programmes qui mettent l'accent sur le développement de la compréhension, c'est-à-dire le partenariat, c'est une série de compétences, c'est-à-dire souvent on a des choses techniques, méthodologiques qui n'entrent pas dans les relations complexes nécessaires pour travailler avec d'autres, pour s'assurer que les gens qui travaillent à la recherche, que ces gens pour lesquels on fait la recherche aient une voix. Alors peut-être qu'ils ont des problèmes, des questions. Il y a toujours des façons de réimaginer le rôle de la recherche dans la société et développer ses compétences relationnelles. Ça aide quand on a un espace. Je pense que Colin l'a dit précédemment. Les gens se déplacent et il ne faut pas toujours occuper un seul espace. Moi, je suis infirmière
diplômée, je travaille dans des milieux cliniques, j'ai travaillé en administration, dans les systèmes de santé, dans le domaine des technologies, et je pense que c'est utile parce que moi, là, je peux comprendre différents contextes. J'ai travaillé là, j'ai passé du temps là-bas. Alors, voyez, je pense que c'est important de permettre cette flexibilité, cette souplesse et valoriser cela, avoir la possibilité d'occuper différents rôles. Et si on est dans un espace unique, il faut aussi prendre le temps, parce que ça a été mentionné plusieurs fois. Et, un bon partenariat, il faut prendre le temps, il faut écouter, il faut aussi se comprendre, articuler, comprendre quels sont les enjeux en matière d'équité qu'on a comme groupe. Et ça prend du temps. Il faut comprendre ce que les gens amènent. Et plus on peut reconnaître que toutes les personnes qui sont là autour de la table, et même ceux qu'on n'a pas inclus encore, ont des choses extraordinaires à offrir. Plus on peut développer nos compétences d'écoute et de compréhension, plus nous allons avoir une bonne expérience et peut-être qu'on pourra dire que c'est réussi à ce moment-là. Merci, Katrina Victoria. Ça faisait partie de votre rôle, travailler avec des étudiants dans le programme. Il y a une question ici qui est posée sur le partenariat, le rôle du gestionnaire et aussi les exigences dans le courtage en matière de connaissances. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez observé sur les compétences nécessaires? Et nous, comme organisation, ou qu'on soit CSO dans des institutions universitaires, comment on soutient le développement de ces compétences dans nos équipes, de nous-mêmes? Comment engager les gens pertinentes? Comment s'assurer qu'on a les bonnes compétences pour ces partenariats? Excellent point. Selon mes expériences, j'ai travaillé avec des étudiants, des gens qui occupaient des niveaux plus élevés que moi au niveau universitaire. Il faut s'assurer qu'ils voient le projet dans son ensemble et l'ensemble des objectifs. Pas juste la revue systématique, cet élément de recherche, non, mais qu'ils ont une vision générale pour travailler ensemble. Ça, c'est vraiment un aspect important. Et demander à nos étudiants d'être exposés à l'ensemble, la coordination, la gestion du projet dans son ensemble, c'est très important. Et si je reviens à ce que Katrina disait, c'est-à-dire les compétences plus humaines, bien comprendre les différents auditoires, comment simplement être conscient en fait que ce n'est pas juste un type d'auditoire, mais l'adapter à différents types d'auditoires. C'est presque plus important que le domaine d'expertise qu'on peut détenir. Il s'agit de l'ouverture, avoir une vision générale, comment tout peut s'insérer et comprendre aussi les différents éléments. C'est l'élément clé dans le succès dont on parle, mais aussi ça peut représenter en même temps un défi pour les gens qui ont des expériences limitées, qui ne peuvent pas avoir cette vision globale. Quelles sont les petites choses sur lesquelles on peut plancher qui, comme Colin l'a dit, finalement, au bout du compte, c'est quelque chose qui peut changer l'architecture des données pour Nutrition International, par exemple. Ce n'est pas nécessairement le domaine technique, mais les données humaines, avoir l'exposition, participer aux discussions, aux rencontres. Et ça, c'est vraiment essentiel dans la collaboration. Merci, Dan. C'est la même chose que ce qu'on a dit. Oui, pour les participants, nos objectifs est de faire en sorte que les données étaient davantage accessibles pour les décideurs à tous les niveaux, dans les grandes institutions et aussi dans les programmes de santé des enfants, etc.
C'est très utile la façon dont on a travaillé ça. On a eu beaucoup de validations, de commentaires, de partenaires, de gens de l'extérieur au niveau communautaire et aussi par la structure de Nutrition International. Et on a mis l'accent aussi pour créer des façons de rendre les données plus accessibles, plus faciles à visualiser et à comprendre. À différents niveaux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de niveaux de complexité, mais on a gardé ça en tête, ces idées-là. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les données étaient de bonne qualité, qu'elles étaient meilleures, elles avaient des indicateurs clés, mais au bout du compte, qu'elles étaient générées de façon plus rapide en temps réel et étaient rendues disponibles. Et donc ça, je pense que c'est une utilisation plus équitable des données. Ça, c'est vraiment un objectif d'équité qui était dans cette collaboration. Oui, c'est un point essentiel. Dans les quelques minutes qui restent, j'aimerais qu'on parle de cela. Sarah, quelles sont vos idées à ce sujet-là? On a parlé au cours de la dernière heure sur des partenaires canadiens, de l'expérience des partenaires canadiens. On l'a reconnu. Et il y a des différences de pouvoir, n'est-ce pas, à l'intérieur de nos organisations, mais aussi à l'échelle internationale. Est-ce que vous savez comment on peut travailler de façon équitable avec nos collègues de recherche à l'international, le CSO, pour reconnaître ces structures de pouvoir qui traditionnellement, très souvent, ne donnent pas la valeur à l'expertise locale ou aux chercheurs locaux pour occuper des postes de chercheurs principaux? Grosse question. Oui, grosse question. J'ai travaillé dans un certain nombre de pays dans le monde. Je sais très bien, d'après mon expérience, que les chercheurs au niveau local, pas juste les chercheurs, mais ceux qui créent des programmes, sont essentiels, très intéressés euh, aux données probantes. Parfois, je pense que, bon, dans le Nord, nous, par le passé, on a cru qu'il faut simplement leur donner les données, leur donner directement les choses, alors que moi, je pense que nos partenaires dans les différents pays s'intéressent à ce qu'on a à dire, mais on doit aussi faire attention. Si on dit, vous devez faire ceci, et on ne tient pas compte de leur perspective, de leur contexte, parce qu'ils ont une expérience incroyable par le passé. Il y a des choses que j'ai faites que je pensais que c'était tellement logique, ce serait parfait et tout serait parfait, tout irait très bien. Mais finalement, mes partenaires locaux ont dit non, je ne pense pas, ça ne fonctionnera pas ici. Alors j'ai visualisé cela parce que nous, comme euh, gens du Nord, partenaires dans n'importe quel partenariat ou mariage, si on ne considère pas l'autre, notre partenaire, on se tire dans le pied. Il faut et on sautille sur un seul pied au lieu de marcher sur les deux pieds. Je pense que parfois, ça aide d'avoir cette vision. Il faut se rappeler absolument que les gens, nous avons ce fondement. Et ce fondement est très, très important. Et il faut tenir compte de tous les contextes, de toutes les perspectives. Et même si on n'a pas cela, on n'a pas un bon fondement. Alors voilà, c'était mon commentaire. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Est-ce que vous aimeriez parler ou peut-être même que c'est un tremplin vers la prochaine conversation parce que on va, évidemment, on doit avoir nos partenaires dans le monde, mais est-ce que vous voulez conclure avec une certaine réflexion sur la question du volet local? Qu'est-ce qu'on doit explorer ensuite dans cette dynamique des pouvoirs? Katrina? Je pense que c'est très important ce point. Dans tout le travail qu'on fait,
dans une position où on connaît, alors là, il y a toujours un risque. On risque de ne pas mettre ces données probantes dans un contexte, ne pas le situer de façon pratique dans une culture des connaissances qui existe déjà pour savoir si ça fonctionne. Est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est pertinent? Alors, même si les données probantes, c'est important, son incidence est différente selon les différents contextes. Plus on peut voir le travail qu'on fait dans une perspective de ne pas savoir, mais d'avoir peut-être des compétences à offrir, d'avoir des services à offrir. Et si on le voit sur ce plan-là, juste vouloir écouter, apprendre, alors je pense que notre façon sera beaucoup plus informée et équitable de travailler pour trouver des solutions. Et vraiment, le monde a besoin qu'on le fasse. On procède ça comme ça parce que, évidemment, l'avenir du monde est précaire. Il faut vraiment travailler ensemble, le faire bien. Et il faut réunir les esprits, les énergies ensemble pour trouver des solutions adaptées face aux gros défis auxquels on fait face. Merci. Merci beaucoup, Katrina. Je pense que c'est fantastique. Ce qui m'a étonné, on a vraiment au laboratoire des conversations techniques qui sont importantes, mais ces conversations ici, je pense, nous plongent au cœur de la façon dont on travaille, ou qui nous sommes comme professionnels, comment on travaille entre nous, et aussi l'esprit qu'on apporte au travail quotidien. Ça a une influence importante sur notre succès et sur les relations qu'on crée entre nous. Et aussi, vous avez donné des idées et on peut mettre des choses en place. Mais comment créer ces relations, comment travailler ensemble, comment nous tenir à l'esprit. Je pense que si on ne fait pas ça, on ne réalisera pas les objectifs qu'on a en tête. Et je suis très heureuse que vous ayez pu prendre le temps pour partager vos expériences avec nous. Vous les avez mis en contexte dans cette grande question de partenariat et aussi vous avez donné des exemples précis sur les compétences, les ressources, la façon de se rencontrer et aussi la façon dont ces choses très précises peuvent s'exprimer dans nos expériences et dans l'orientation que nous nous sommes fixés. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui devront le partager. Nous allons avoir d'autres échanges. Alors, nous vous invitons à nous dire si vous voulez qu'on vous informe des prochaines rencontres. Veuillez vous inscrire et nous allons vous indiquer quels seront les prochains événements. Vous pouvez demander aussi s'il y a des sujets qui vous intéressent davantage, si vous voulez avoir plus de détails sur différents aspects. Je vais conclure en partageant mes remerciements à Colin, Charles, Katrina, Dan, Vivian, Sarah et vous tous qui représentez les organisations derrière vous. C'est le laboratoire. Merci pour vos pensées, vos suggestions, vos réflexions aujourd'hui. J'apprécie beaucoup et merci à vous tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui et j'ai bien hâte de vous voir à l'avenir pour les prochains dialogues. Merci beaucoup.